Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse. L'Algérie sera-t-elle touchée par ce qu'on appelle les printemps arabes? Plus de 2 ans après les changements qu'ont connus la Tunisie, l'Égypte ou encore la Libye, certains experts et spécialistes évoquent le tour de l'Algérie. Nous en parlerons ce soir avec nos invités sur le plateau de Controverse. Avec nous ce soir le journaliste belge Michel Collomb. Avec nous également ce soir sur le plateau Madame Chriot, vous avez été ministre de la Femme et de la Condition féminine de 2002 à 2004. Abdelkrim Rzali, ancien directeur de la rédaction de la Tribune, et le politologue et économiste Abdelhak Mekki. Michel Collomb, vous êtes en Algérie depuis le 9 novembre dernier. Vous avez donné 3 conférences. La première, c'était au Salon du Livre d'Alger. C'était une table ronde avec Régis Debray, Slimane Zeguidour ou encore Jean Bricmont. La deuxième, à la librairie Oméga de l'Hôtel El Horaci, dans laquelle le public avait choisi les thèmes abordés. Et la troisième, hier, au siège du journal Alger Républicain. On va regarder ce reportage de Saoussen Sebienne qui assistait à l'une de vos conférences. Les États-Unis, avec une stratégie qui était très consciente et machiavélique, sont devenus la grande superpuissance. Michel Collomb est connu pour son franc-parler. Si certains mettent de côté l'histoire ou les enjeux stratégiques dans les conflits en cours, le journaliste belge n'en fait pas partie. Lors de sa première visite en Algérie, il résume le décor en quelques phrases et pas question d'y aller de main morte. L'OTAN, en fait, se prépare à devenir le gendarme du monde et à intervenir selon 3 axes. Et l'un de ces axes, c'était l'intervention dans le Caucase, justement pour emmerder la Russie. La deuxième axe, c'était, il y avait une flèche qui pointait sur l'Algérie et sur le Moyen-Orient en direction Libye. Et le troisième, c'était le tiers-monde en général, dans l'idée de garder le contrôle sur l'Afrique et sur l'ensemble des pays du Sud. Michel Collomb a voyagé à travers le monde, écrit bien des ouvrages, réalisé plusieurs documentaires. Lors de son intervention, il s'est adressé aux Algériens pour répondre à leurs questions et les inciter à la réflexion. C'est la guerre d'une minorité contre tous. C'est ainsi que Michel Collomb qualifie les récentes guerres. Une minorité qui se maintient au pouvoir par la force, la violence, mais aussi par le mensonge ou la tromperie de l'opinion publique. Ces analyses font des émules sur les réseaux sociaux, mais plus encore, auprès de toute génération. Ils sont venus des 4 coins d'Algérie pour le rencontrer. Du plus jeune au plus politisé, ils sont dans l'ensemble tous d'accord avec ses propos. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est que c'est un des rares Européens, je crois qu'il y en a de plus en plus d'ailleurs, qui nous regarde. C'est comme s'il lance un appel au secours. Ça va à l'encontre de tout ce que disent les Bernard-Henri Lévy, de Finkielkraut, qui eux ont accès tous les jours, qui ont des tribunes à la radio, à la télévision. Et lui, on a rarement, heureusement qu'il y a Internet, voilà. Quand on voit aujourd'hui qu'on est dominé par des médias mensonges de partout, qu'il est une des voix, une des autres voix. Il nous donne le bon cheminement vers la conscience. L'argument occidental selon lequel la guerre permettrait d'instaurer la démocratie s'effrite non seulement pour Michel Collomb, mais aussi pour son public. Le journaliste belge a animé 3 conférences d'envergure dans lesquelles il a une nouvelle fois mis à nu les véritables intentions des pays de l'OTAN. Comme on vient de le voir, donc des idées assez appréciées de Michel Collomb ici en Algérie. Nous allons en débattre ce soir dans Controverse. Michel Collomb, vous avez développé ce qu'on appelle aujourd'hui le média mensonge. Vous faites partie de ceux qui ont développé ce concept. Est-ce que vous pensez que ce concept du média mensonge est encore en vigueur aujourd'hui? De plus en plus. Écoutez, c'est pas moi vraiment qui l'ai inventé. Oui, en vous fait, avez participé à la Chomsky conception. et Herman, dans les années 80, ont analysé le système des médias en disant que dans les démocraties, c'était plus efficace que les dictatures et que ça ne servait pas à ce que les citoyens soient informés, mais à ce qu'ils approuvent les politiques de leur gouvernement et derrière les gouvernements de leurs entreprises. Et je crois qu'on le voit, à chaque guerre, on ment à l'opinion publique. Chaque guerre est préparée par une grande mise en scène. Après coup, on nous dit « Ah oui, c'était pas vrai, il est trop tard, la guerre a eu lieu. » Pour vous, Michel Collomb, aucune guerre n'est justifiée puisqu'on ment au peuple
Une guerre de résistance contre une occupation, oui, mais une guerre d'invasion, que ce soit en Irak, en Yougoslavie, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, au Mali, et toute une série de guerres non déclarées, comme le Congo, ce sont des guerres économiques, c'est des guerres pour le fric, donc c'est des guerres d'une minorité, en effet. Mais les gens qui développent le concept du média mensonge, on les accuse toujours d'être complotistes. Oui. Michel Collomb, vous avez subi évidemment cette critique. Comment vous réagissez à cette critique récurrente? Écoutez, complotiste, c'est l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument quand on amène des faits et qui ne savent pas quoi répondre. Moi, je mets au défi tous ceux qui me traitent de complotiste de venir ici et de me montrer en quoi ce que je raconte ne correspond pas aux faits. On vous a même traité d'être le roi des complotistes belges. Vous savez à qui je fais allusion, bien sûr. Écoutez, les gens qui lancent ça, il faut regarder ce qu'il y a derrière, les intérêts qu'il y a derrière. Aucune info n'est innocente. Et la meilleure façon d'en avoir le cœur net, c'est, moi, ça ne me dérange pas qu'on critique, mais qu'on vienne débattre, qu'on vienne dire, voilà, c'est un complotiste parce que ceci et ceci n'est pas juste. Mais les gens qui nous disent que les États-Unis disent tout ce qu'ils font, qui sont honnêtes, qui vous disent la vérité sur leur guerre, qui ne cachent rien, ça, c'est peut-être des complotistes. Bouthayna Chriet, on accuse toujours les gens qui veulent dire la vérité ou qui veulent révéler des vérités qui dérangent d'être complotistes. Qu'en pensez-vous? Oui, enfin, c'est dans l'histoire humaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'être humain va user de son rationalisme et de sa raison, il va être accusé justement d'être un complotiste tout simplement parce qu'il va faire appel à la vérité et non pas au mensonge. Donc je pense que philosophiquement parlant, c'est tout à fait dans les gènes de l'être humain. Mais alors si on parle d'un système politique et d'un système économique international, cela devient encore plus complexe et beaucoup plus dangereux. Michel Collomb parle de médias mensonges. Est-ce que vous pensez qu'il y a des médias aussi complices de ce mensonge aujourd'hui pour déclencher des guerres? Oui, tout à fait. Non, ça, je crois qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut revenir un petit peu à l'histoire du capitalisme international et à une théorie qui c'est la photocapitalisme, Bouthayna Chriet? Oui, si, je suis aussi une autre complotiste, donc oui, c'est la photocapitalisme, mais tout simplement parce qu'il est très bien organisé, parce qu'il répond un petit peu, si vous voulez, à la nature humaine, qui est basée sur si vous voulez, le mensonge, de façon générale. Et il répond également à ce système international qui s'est très, très, très bien organisé autour de, si vous voulez, de différents intérêts. Bon, je ne vous apprends rien, mais ce qu'il faut faire pour nous qui sommes du Sud, c'est d'essayer de comprendre cette histoire, d'essayer de la comprendre selon certaines vérités qui ont été dites par certains théoriciens, mais qu'on a enterrées vivantes, c'est-à-dire la théorie de la dépendance, par exemple, c'est-à-dire que, bon, si le capitalisme international a réussi, c'est bien parce qu'il y a eu exploitation d'autres régions du monde. Abdelhak Maki? Écoutez, la question du média mensonge, je veux dire juste sans enlever un iota à l'action de M. Michel Collomb, elle s'est révélée au lendemain de la première guerre du Golfe. Et j'ai eu l'occasion et l'honneur à l'époque de participer à tout un groupe à Genève d'ailleurs, qui a organisé tout de suite après un forum ou une sorte de conférence qui s'appelle Média Nord-Sud, qui existe toujours d'ailleurs. Et c'est la première fois et c'est là où peut-être il y aurait quelques divergences avec M. Michel Collomb, c'est qu'en fait, on s'est aperçu à ce moment-là que toute la presse mondiale a été bernée par les forces du mal, appelons-les comme ça, puisqu'on a utilisé ce vocable éthique, et que moi, j'ai vu des journalistes de la CNN presque au bord de la crise à ce moment-là, puisque je pense, vous y étiez, je ne sais pas, mais c'était un moment extraordinaire de vérité. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que toute l'approche sur la guerre du Golfe, on a utilisé la presse, on l'a manipulée de façon à lui cacher toute la vérité, alors qu'on sait que la plupart des journalistes qui étaient en Irak, c'était de très grands reporters à qui on ne pouvait pas faire passer la pilule facilement. Mais est-ce qu'il fallait ou non libérer le Koweït, Abdelhak Maki? Oui, écoutez, il y a eu une erreur d'appréciation de la part d'un dirigeant arabe qui était en même temps un dictateur. Saddam Hussein. Qui était en même temps un dictateur et qu'on ne doit pas oublier qu'il a été l'auteur de Halabja, d'un crime grave sur le plan humanitaire sur lequel il pouvait être jugé pour crime contre l'humanité et génocide. La question, c'est que la guerre
on y a prêté le flanc. Et je sais que, bon, j'étais un acteur parallèle au niveau... Enfin, acteur, non, mais un témoin parallèle par le biais de M. Ben Bella à l'époque, Allah yarhamou. Et donc, je sais que même des dirigeants comme M. Ben Bella, en quelque sorte, ont été trompés par la grande assurance de M. Saddam Hussein. Donc, sur le mouvement de la... C'est-à-dire que le mensonge n'est pas simplement d'un côté, il est aussi de l'autre. Et c'est un mensonge particulier en plus. Ça, c'est sur le plan des médias. La deuxième chose, sur le plan des relations internationales, évidemment, ce n'est pas moi qui le dis, Claude Switz a démontré ça. La guerre fait partie des relations internationales. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Michel Collomb? Non. J'ai deux remarques sur les médias et sur Saddam Hussein. Sur les médias, quand je parle de médias mensonges, je parle d'un système des médias et je ne dis pas que tous les journalistes sont pourris. Et je pense qu'on ne peut pas dire la presse a été bernée. Parce que sur les événements dont vous parlez, que ce soit l'Irak, que ce soit le faux charnier Timisoara, il y avait dès le premier jour des gens, et je n'étais pas le seul, qui ont dit c'est un mensonge. Donc on n'a pas été berné. Il y a des gens qui voulaient bien être bernés, qui ont marché, qui ont dit après que par patriotisme, ils soutenaient des mensonges. Il y a des gens qui effectivement ont été bernés, mais en faisant un peu attention, ils auraient pu l'éviter. Et puis il y a des gens courageux comme journalistes qu'on a complètement censurés. Donc je crois que l'analyse, elle doit être plus fine pour ne pas justement tomber dans cette idée de complot. Et sur l'idée de Saddam Hussein et du Koweït, il faut quand même rectifier. Ce n'était pas un ange, nous sommes bien d'accord. Premièrement, Al-Abcha, vous savez qu'il y a des rapports de l'armée des États-Unis qui disent que ce n'est pas lui ou que c'est un accident. Il y a plusieurs versions. Personnellement, je ne sais pas. Et donc, je trouve imprudent de dire c'est lui, c'est un crime contre l'humanité, je pense. Ensuite, il est, à mon avis, tombé dans un piège parce que vous savez bien que les États-Unis l'ont poussé dans la guerre contre l'Iran dans l'idée d'affaiblir les deux. Et le fameux Kissinger, prix Nobel de la paix, a dit que cette guerre dure le plus longtemps possible et qu'il en meurt le plus possible des deux côtés. Donc c'était dans un piège. Le véritable crime de Saddam Hussein n'est pas ce que vous avez dit. Envahir le Koweït, excusez-moi, mais le Koweït avait toujours été la 19e province de l'Irak. Vous justifiez séparée par les... le Koweït, Non, c'est une bêtise qu'il a faite. Mais ne venez pas... Oui, c'est une bêtise. Ouais. Il est tombé dans un piège. Mais le Koweït était une province de l'Irak séparée par les colonialistes britanniques, ça vous le savez. Donc c'est une manière un peu de... La vraie raison pour laquelle... de justifier l'invasion, non? La vraie raison, on voulait le punir. La vraie raison, et j'en termine là, allez-y. La vraie raison pour laquelle on voulait punir Saddam Hussein, c'est qu'il voulait résister à Israël, il voulait résister aux États-Unis, et il avait proposé aux pays arabes et musulmans du Golfe de s'unir justement pour mettre les États-Unis à distance. Monsieur Maki, une seconde. Monsieur Zali, vous êtes d'accord avec ce que dit aujourd'hui Michel Collomb? Je suis d'accord avec ce que dit Michel Collomb. Allez-y. Tout d'abord, l'invasion du Koweït est condamnable, il n'y a pas de problème. Le Koweït est un État indépendant, mais qui lui a dit faut-il libérer le Koweït? Qui doit libérer le Koweït? Et la question. Deux, il a dit que Saddam doit être jugé pour ses crimes. Qui doit le juger? Ce sont là les véritables questions. Au nom de quoi? C'est l'Occident qui le juge. Il y a Maître Zahwan, un avocat algérien, qui va juger George Bush aussi, qui pose une problématique de fond. Il a dit que le droit international, les règles de jeu internationales ont été définies sans nous. Aujourd'hui, nous devons revoir tous les concepts, nous devons revoir le droit international et nous devons prendre notre part de l'humanité. Et je crois que c'est ça qu'il faut aborder. Et je crois que la question se pose en ces termes. Au nom de quoi c'est l'Occident qui va démocratiser la Libye ou la Syrie ou la Tunisie? Au nom de quoi? Au nom de quelle référence? Est-ce que la démocratie occidentale est un modèle? Au nom de quoi on moralise la vie politique à la manière occidentale? Sont-ils aussi moralistes? On parle enfin, on l'accuse Michel d'être un complotiste. Eh bien oui, nous sommes des complotistes. Parce que face au complot, on ne peut être que complotiste. Oui, et on l'assume. Parce que nous, on rectifie le tir seulement. Au lieu de dire complotiste, on dit l'anti-complot. Parce qu'en fait, il y a un complot derrière tout ça. Et vous pensez qu'il y a un complot derrière tout ça? Mais bien sûr qu'il y a un complot d'intérêt. C'est un complot d'intérêt parce qu'il faut être clair. On n'est pas des paranoïaques. Il y a quand même une histoire, elle est là, on la voit. Vos détracteurs disent... Je comprends, mais je n'emploie pas ce terme. Voilà. Selon moi, il y a un système économique et social où 1% décide et 99% n'est pas consulté. On fait des lois que les gens ne demandent pas et qui ne veulent pas.
Et évidemment que le 1% ne dit pas tout ce qu'il fait et ce qu'il veut. Mais il n'y a pas besoin d'un complot. Madame Cheyet, c'est la logique d'un système. S'il vous plaît, Monsieur Maki, est-ce que vous pensez, Madame Cheyet, que dans tous ces cas de figure, l'Occident est omniprésent et responsable de tout? Écoutez, d'une certaine façon, oui, et de façon inévitable. C'est un empire. Donc, et puis, bon, là, à la pointe de cet empire, il y a les États-Unis. Mais c'est effectivement l'Occident, mais qui s'est préparé depuis les croisés. Il faut toujours réviser l'histoire pour essayer de comprendre, si vous voulez, la scène internationale aujourd'hui. Moi, ce que je voulais dire, c'est que bon, c'est bon d'être complotiste et il est bon de savoir qu'il y a un complot, mais un complot d'intérêt, nous le savons parfaitement, et que c'est toujours les minorités agissantes qui font le changement social, qu'on le veuille ou pas. Bon, maintenant, comment répondent les sociétés à cela? Qu'elles soient des sociétés locales ou des sociétés mondiales. Par rapport à la région arabe, les sociétés sont assez réceptives au complot, Madame Cheyet. Les sociétés sont de plus en plus sous l'égide justement du mensonge. Sont très manipulables, notamment par un domaine que je connais très bien, c'est-à-dire les processus éducationnels. Vous n'avez qu'à lâcher votre idéologie à travers votre système scolaire et tout va fonctionner. C'est pour ça que, si vous voulez, s'il y a, par rapport à la région arabe, je pense que ce que font les différents régimes, qui sont des régimes totalitaires et qui continuent d'être plus ou moins totalitaires malgré les révolutions, je pense que ce sont des régimes assez bêtes et méchants, tout simplement parce qu'ils auraient pu faire autrement par rapport à la relation à leur société. Et également, ils auraient pu faire autrement pour éviter d'avoir une intervention du nouveau colonialisme. Quand je dis qu'ils auraient pu, c'est parce que lorsque nous révisons l'histoire de ces pays, nous nous rendons compte que lorsque les peuples du Sud, et notamment de la région arabe, ont commencé à rejeter le colonialisme, ça s'est fait à des niveaux divers. Ça s'est fait au niveau d'une certaine élite qui a repris un petit peu, qui a voulu reprendre un petit peu l'histoire de la région et s'en revendiquer. Et de façon générale, les peuples ont suivi. Ce qui n'a pas suivi par la suite, ce sont les nouvelles élites post-coloniales. Et c'est ça qui est vraiment dommage, parce que lorsque vous révisez l'histoire des peuples de la région arabe et de la façon dont ils ont répondu au colonialisme, ce sont des peuples qui ont réussi à rejeter le colonialisme, aussi bien sur le plan du discours politique que par la suite dans un cas extrême qui est celui de l'Algérie par la guerre de libération. Donc c'est ça qu'il faut se poser comme question fondamentale, c'est comment peut-on s'organiser pour rejeter justement le complot et non pas uniquement se reposer sur des petites élites complotistes qui ne seront pas écoutées, qui ne seront pas entendues. Parfait, Boutaina Cheyet. Parlons à présent de la Syrie, puisque... allez-y, Abdelhamaki, vous voulez répondre à Michel Collomb. Michel Collomb et à M. Zali, allez-y. La première des choses, c'est que, en fait, puisque j'ai parlé de Média Nord-Sud 1, de Forum 1, la première des choses, c'est que tous les, permettez-moi l'expression, qu'on appelle les pontes du journalisme mondial étaient présents. Et tout le monde avait reconnu qu'il y avait eu manipulation et que, bon, il y a peut-être quelques-uns qui ne croyaient pas parce qu'ils avaient des positions... Ils ont recommencé à chaque guerre. Excusez-moi. Ça reprend chaque fois. Excusez-moi. Laissez-moi finir et puis on pourra débattre de tout à ce moment-là. La deuxième chose... c'est que, en fait, c'est la première fois dans l'histoire où la presse s'était rendue compte qu'il y avait cette possibilité de manipulation. Maintenant, il est clair, nous le voyons avec le comportement de M. Pleven, il est clair qu'il y a des journalistes qui sortaient des lots, qui avaient peut-être des raisons particulières, des informations, des réseaux et tout, qui leur permettaient de comprendre. Mais il est clair que toute la presse, à ce moment-là, a été bernée. La deuxième chose, je parle en tant que système, pas simplement en tant que journaliste. La deuxième chose, Sir Jalil dit que, en fait, le droit international a été fait sans les coloniser. Oui, c'est vrai, puisque le droit international est fondé à partir du 19e siècle réellement, ou du moins, allons-y jusqu'à Grotius. Mais il y a des points importants sur le plan du droit. Et je défie M. Jalil de me montrer, à l'exception de la Jordanie, quel est le pays arabe qui a signé le statut de Rome qui institue la CPI? Aucun. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une machine qui se retourne contre eux. Et c'est là le problème de M. Saddam Hussein, comme celui de notre régime ou d'autres. Michel Collomb, vous n'êtes pas excusez-moi, je finis. Ils ne veulent pas que leur... Les États-Unis aussi refusent la CPI. Je finis. Non, mais c'est des arguments faibles, à mon avis. C'est-à-dire que si je veux voir... Les États-Unis n'ont pas signé Kyoto. Est-ce que moi...
en tant qu'Algérien, je dois accepter que le monde soit donné à ce réchauffement climatique ainsi. Non, la question, c'est la pression internationale. Je sais que nous existons dans l'ordre international que parce que nous pouvons faire une pression en nombre contre les États-Unis ou contre la France ou autre. Et nous l'avons vu dans les années 70 quand on parlait de la terreur du tiers-monde. C'est-à-dire qu'aucune résolution n'était possible à adopter à ce moment-là. C'est là le problème. On a deux divergences sur la justice et sur les médias bernés. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Sur la justice, c'est normal que vous ne soyez pas d'accord. S'il y avait une justice internationale... Ça va contre votre logique, c'est normal. Laissez-moi, allez-y. S'il y avait une justice internationale, étant donné que Noam Chomsky a lui-même déclaré que depuis 1940-1945, chaque président des États-Unis est coupable de crimes de guerre et devrait aller en justice internationale, il devrait être jugé. La justice internationale est actuellement seulement la justice des puissants qui juge des présidents criminels ou même pas criminels, mais simplement résistants comme Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pour vous, Laurent Gbagbo est les États-Unis. Pour vous, Laurent Gbagbo est un résistant, Michel Colomb ? Mais c'est trop. Je ne vais pas lancer une discussion comme ça tout de suite. C'est très simple. Le dossier n'est pas. Laissez-moi terminer. Le dossier n'est pas sérieux. Et les États-Unis, pourquoi refusent-ils que leurs généraux et leurs soldats coupables de crimes de guerre soient jugés comme tout le monde ? Pourquoi ce privilège impérial ? 2, vous m'avez dit que les médias ont été bernés dans la guerre du Golfe. Pas d'accord. Si vraiment ils avaient été bernés, pourquoi est-ce qu'ils ont systématiquement censuré des gens comme moi qui ont expliqué en long et en large qu'il y avait moyen de ne pas être bernés, et pourquoi surtout ils ont recommencé les mêmes choses dans la guerre contre la Yougoslavie, dans la guerre contre la Libye, dans la guerre contre la Syrie. Et je vais vous dire très simplement. Israël, laissez-moi. Israël, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, je vous ai laissé. Israël, il est interdit dans les médias européens de dire qu'Israël a fait la Nakba, qu'il a chassé les Palestiniens, que c'est un État colonial, que c'est un État qui devrait être jugé pour crimes de guerre et qu'on devrait rétablir les droits des Palestiniens. C'est interdit de dire ça. Et quand vous regardez pourquoi, regardez en France qui contrôle la presse. Vous avez M. Lagardère, le plus grand magnat de la presse française, grand ami d'Israël, qui travaille avec eux sur des drones. Vous avez M. Bouygues à TF1, qui construit le tram de Jérusalem. Et vous avez M. Dassault, Le Figaro, qui, lui, a fourni les avions qui ont permis à Israël de gagner la guerre en 67 et de tripler son territoire. Et je termine. Laissez les gens écouter ce que j'ai à dire. C'est un peu rare que je puisse le dire, donc ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Juste une phrase. Ici, vous pouvez le dire. Voilà. Ici, j'ai des choses à dire, en fait. Mais je vous laisserai les dire, mais ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Allez-y. On ne peut pas, dans les médias d'Europe et des États-Unis, dire la vérité sur Israël, à savoir que c'est un État colonial qui pratique le nettoyage ethnique, parce qu'Israël est le flic des États-Unis et de l'Europe pour garder le Moyen-Orient et le pétrole. Et tous les médias dont vous dites qu'ils sont bernés, pourquoi est-ce qu'ils refusent que je puisse, ou moi d'autres, dire des choses comme ça ? On dit berné pendant la guerre brièvement. Berné pendant la guerre. Oui, mais c'est des récidivistes. Vous savez, vous avez une technique, c'est que vous avez glissé sur Israël. On parlait de la question, moi j'essaie de cerner la question du mensonge, c'est-à-dire de la conscience. Prenez n'importe quelle guerre et dites-moi qu'ils ont été honnêtes. Montrez-moi. N'importe quelle guerre. Je ne dis pas honnête, je ne dis pas ils ont été honnêtes. Je dis en fait, la presse a été bernée pendant la guerre du Golfe et il y a eu une prise de conscience à ce moment-là de beaucoup de journalistes et que là, à ce moment-là, il y a eu un peu de méfiance. Maintenant, ce que vous faites des raccourcis. Est-ce qu'ils ont fait mieux dans les guerres suivantes ? Laissez M. Mackey poursuivre. Allez-y, M. Mackey, très souvent. Et le raccourci, c'est qu'en fait, vous ne tenez pas compte que le monde a changé entre 1990 et les années 2000, c'est-à-dire qu'on est rentré vraiment dans la politique internationale fondée sur les droits humains au point... Excusez-moi. Au point... Monsieur Mackey, brièvement. 2 secondes. Brièvement. Au point où vous avez... la table. Les droits humains avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie... Allez-y, monsieur Mackey. Il y a eu une évolution et que les journalistes sont tombés, c'est vrai, dans cette logique des droits humains. Dire en Bosnie, on va défendre les droits humains. Mais ceci étant, pardonnez-moi, laissez-moi exprimer mon idée. Brièvement, allez-y. Mais ceci étant, la politique internationale, on ne peut pas dire qu'il faut qu'on y soit pour que ça existe.
La politique internationale, eh ben, il faut la prendre telle qu'elle est. La guerre fait partie... La guerre... Non, c'est pas le fait accompli. La guerre, nous pouvons faire la guerre à nos voisins. La guerre fait partie de la logique de l'État, c'est pas moi qui le dis, et qu'elle n'a pas que... la logique de l'État et de la puissance. Messieurs, s'il vous plaît. Et de la puissance. Mais elle n'a pas... On va parler de la Syrie à présent. Elle a aussi des objectifs d'équilibre. Monsieur Mekki, monsieur Rzali, brièvement. Vous voulez répondre à monsieur Mekki, allez-y. Non, mais c'est pas sérieux, c'est-à-dire que... Si, c'est sérieux. Non, il y a des faiseurs d'histoire qui décident que le monde est ainsi. On change de discours comme on veut. Je vous rappelle qu'en 1919, les Américains parlaient des droits des peuples à l'autodétermination. Ça aussi, ça ne fait pas partie des droits de l'homme, ça fait partie d'une stratégie de reconquête du monde face à une Europe puissante. Soyons sérieux, aujourd'hui, le monde est régi par les droits de l'homme. Il y a des millions d'êtres humains qui crèvent de faim. On préfère faire autre chose, faire la guerre, que d'aider l'humanité à manger. Il y a les Palestiniens qui sont occupés, qui sont écrasés quotidiennement. Que fait le monde occidental qui régit le monde sur la base des droits de l'homme pour libérer ces peuples-là? Il y a le Sahara occidental, et j'en passe, et j'en passe. Non, soyons sérieux. On va parler. Non, quand je dis que le droit international et les règles de la gestion du monde sont faits sans nous, ça ne veut pas dire laissez-nous venir avec vous. Non, monsieur. Il s'agit de résister. C'est ça la question fondamentale que je voulais poser à Michel Collomb. Que faut-il faire après ce constat de désastre? C'est ça la question fondamentale. Et moi, je suis pour qu'on change les règles du jeu, mais sur la base d'un rapport de force qui doit changer. La question... Mais bien sûr... Monsieur Mekki, s'il vous plaît. Oui. Et le rapport de force est en train de changer. Vous n'allez pas nous donner... On assiste au déclin de l'Occident. Ça, c'est une réalité. On va rester... Non. Possible. Ça veut dire qu'on va accepter ce monde-là. C'est ça le fait accompli. Oui, mais vous on va pas vous mettre d'accord ce soir. Monsieur Mekki, s'il vous plaît. Monsieur Mekki, on va parler à présent de la Syrie parce que c'est un sujet très important actuellement, la situation en Syrie. Lors de la deuxième partie, Bouthelin Chriet, on va parler de l'Algérie. On parle d'une nouvelle cible du printemps arabe. C'est une de vos idées. Alors, on va parler maintenant du dossier syrien qui est très important. Le pays est confronté à une guerre totale depuis presque 3 ans. Vos détracteurs, Michel Collomb, ils sont nombreux. En France et en Belgique, vous accusent d'être proche du régime de Bachar al-Assad, ou plutôt de vouloir le défendre contre la rébellion syrienne, composée essentiellement, faut-il le dire, de terroristes, si c'est le mot adéquat. Qu'en pensez-vous de ces critiques, Michel Collomb? Écoutez, je pense qu'il faut être très précis, très clair, et ne pas se laisser entraîner là dans des étiquetages sommaires. Je pense que, pour être très clair, je ne suis pas proche du président syrien. Je pense que si j'avais été syrien, j'aurais été un opposant. Je suis en contact avec des opposants sur toute une série de choses, et notamment sur les libertés démocratiques. Il est clair que beaucoup doit changer là-bas. Ça étant, je pose la question, qui attaque la Syrie et dans quel intérêt? Si on est en train de me dire qu'on a une alliance qui attaque la Syrie, dirigé par les États-Unis qui ont mis en place le Shah d'Iran, Mobutu, Pinochet et encore maintenant les pires dictateurs dans le monde. Dirigé par la France, de la France-Afrique, qui protège les pires dictateurs crapuleux et mafieux de l'Afrique. Avec comme agent dans cette alliance Israël qui est en coulisses, l'Arabie saoudite, l'État le plus arriéré, le plus répugnant, le plus répressif de la planète, le Qatar, un État esclavagiste, la Turquie qui emprisonne des journalistes. Donc vous avez les mêmes ennemis avec Bachar al-Assad, Michel Collomb. Si on est en train de me dire que la politique est dirigée par les droits humains, je m'excuse, là on est justement dans cette propagande par laquelle on cherche à nous berner. C'est une manière de défendre aussi le président syrien pour dire qu'il est confronté à toutes ces personnes. Une position nuancée est celle-ci. Les Syriens ont le droit de revendiquer, ont le droit de protester, ont le droit de changer de dirigeant. Et il est clair qu'il y a des revendications sociales et démocratiques légitimes et que la Syrie devrait changer. Il est clair que ça n'est pas l'intérêt de ceux qui attaquent la Syrie parce que s'il y avait une démocratie dans le monde arabe, qu'est-ce que les Arabes diraient? 1. Israël, c'est terminé. 2. On veut défendre les droits des Palestiniens. Et 3. L'argent du pétrole, il doit servir non pas à édifier des tours de 600 et de 800 mètres pour des nababs et des milliardaires, mais à donner, comme Chavez au Venezuela ou comme Evo Morales en Amérique latine,
l'éducation, la santé et un avenir aux jeunes. Et donc là, c'est les vrais droits humains dont on parle. Et là, j'aimerais embrayer sur la remarque qui m'a été faite pour qu'on dépasse un peu cette polémique qui est très artificielle. Je voudrais embrayer sur ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'on fait pour résister par rapport à ça? Et je pense que ça, c'est la vraie question qui préoccupe tous les gens qui nous regardent. On a entendu déjà 10 fois la propagande des États-Unis, de la France et d'Israël. Ce qui m'intéresse moi plus, c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? 1. Analyser les véritables objectifs des acteurs et des puissants de ce monde. 2. Démasquer l'hypocrisie des États-Unis, de la France, démasquer des régimes comme l'Arabie saoudite, comme le Qatar, l'utilisation de ce qu'on appelle les islamistes, etc. Et dire qu'effectivement, l'argent du pétrole, l'argent du gaz, l'argent des ressources naturelles, il doit servir à ce que chaque enfant ait à manger, ait un toit, ait un professeur et un médecin. Et là, les États-Unis sont l'ennemi de tout ça. Vous avez 45 millions de gens sous le seuil de pauvreté. Vous avez 45 millions. Laissez-moi finir. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous avez... Je vais le dire. La révolution de... Je vais le dire. Laissez-le terminer. Vous essayez de m'empêcher, mais je vais le dire. Vous avez, monsieur, aux États-Unis, soi-disant le modèle des droits humains, vous avez 45 millions de pauvres. Trop de raccourcis. Laissez-moi terminer. Laissez-le terminer. Laissez-moi terminer. Trop de raccourcis. Laissez-le terminer. Vous avez peur de ce que je vais vous dire là? Et pourquoi vous interrompez tout le temps? Pourquoi vous ne voulez pas que les gens m'écoutent? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans la vérité. Est-ce que vous êtes un démocrate? Est-ce que vous... Une simple question. Vous n'êtes pas dans la vérité. Monsieur Maki, une simple question. Ça, c'est vous qui le dites. Monsieur Maki, laissez-moi juste terminer ce que j'avais à dire. Vous ne m'empêcherez pas. Et c'est ma dernière phrase. Si vous ne coupez pas, c'est ma dernière phrase. Vous avez aux États-Unis 45 millions de gens sous le seuil de pauvreté. Moi, j'ai vu des gosses tout nus dans la rue, des gens vivant sous des cartons. Et ça, dans la plus grande puissance du monde, qui possède un arsenal, qui possède tellement d'argent qu'elle pourrait éliminer la faim dans le monde. Ne me racontez pas des sornettes. Une question simple, si on devait choisir aujourd'hui entre Bachar el-Assad et la rébellion. Oui. Si on devait choisir. Vous savez, il y a en Syrie plusieurs oppositions. Il y en a une dont on parle qui prend le haut du pavé et il y en a une autre qui demande des réformes, des changements et des discussions. Moi, je choisirais celle-là. Je pense qu'avec tous les malheurs qu'ils ont eus, il est temps que les Syriens se parlent sans aucune condition, cherchent les meilleures conditions pour des réformes et des élections. Bouthaïna Cheriyet, c'est la question syrienne aujourd'hui qui retient l'attention depuis presque 3 ans, oui. un pays déchiré et une opposition, il faut le dire, composée de beaucoup de membres assez contestables. Qu'en pensez-vous? D'aventuriers, ce qui est tout à fait normal parce que vu la façon dont les choses se sont développées en Syrie, c'est d'une part, on revient au complot et le complot est très organisé. Le complot s'appelle think tanks aux États-Unis. C'est les boîtes à pensée. Ce sont des centres de recherche qui existent depuis la fin du 19e siècle et beaucoup plus précisément le début la plus vieille, c'est la Brookings Institution que j'ai connue de l'intérieur et qui a été établie en 1916 pour essayer de comprendre ce qui s'était passé en Europe à l'occasion de la Première Guerre mondiale, mais également pour essayer de faire en sorte que les États-Unis deviennent la superpuissance mondiale. En fait, c'était en train de se préparer déjà au début, je pense, du siècle passé. Ça, c'est mon humble avis. L'autre chose par rapport à la Syrie, c'est que pour la Syrie, ce n'est que la fin de tout un processus. Et peut-être qu'il y aura l'Algérie, mais bon, chaque pays a sa spécificité et la façon dont il va être approché par la grande stratégie du fait qu'il faut absolument invalider le monde arabe. Il faut absolument que le monde arabe devienne un monde uniquement de consommateurs et pas du tout un monde qui va participer si vous voulez, au système mondial en tant que décideur. Très rapidement, par rapport à la Syrie, donc, ce qui a été préparé est là depuis une vingtaine d'années. C'est l'effet boomerang, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il faut faire tomber tous les États qui sont plus ou moins laïques, mais malheureusement... oui, enfin bon, c'est-à-dire que la Syrie ne ressemblera plus à la Syrie qu'on connaît, c'est-à-dire que il faut revenir à l'essentiel par rapport à ce qui a été fait dans les think tanks, c'est-à-dire détruire l'État-nation arabe tel qu'on l'a connu depuis la période de lutte nationale, de véritable lutte nationale politique, depuis les années 30 jusqu'aux années 60. Ce qui a arrangé l'Occident jusqu'à un certain point, c'était l'État-nation chaperonné par un raïs, par un leader charismatique, qu'il soit aimé ou mal aimé. Et c'est ce qu'il faut absolument casser.
Pour diverses raisons. En fait, ce n'est pas la première civilisation à l'échelle mondiale et qui est devenue impérialiste et qui casse, si vous voulez, les sociétés qu'elle doit occuper, les sociétés qu'elle doit coloniser. L'islam l'a fait. Bon, reprenons par exemple l'islam médiéval, a dû le faire pour des raisons également d'impérialisme de l'époque. C'est sur ce mot qu'on passe à la deuxième partie de Controverse. Passons à présent à l'Algérie. Vous avez déclaré, Michel Collomb, lors de vos conférences ici en Algérie, même avant, que notre pays était la future cible si elle ne se pliait pas devant les multinationales. Juste avant de nous éclairer sur cette thèse, avec nos invités bien évidemment, on va regarder votre intervention et les réactions des Algériens. L'année prochaine, après la Syrie, ce pourrait être l'Iran, le Venezuela ou l'Algérie, dans la ligne de mire des grandes puissances. Il y a quelques semaines, sur le plateau de Ce soir ou jamais, une phrase avait retenu notre attention. L'année prochaine, vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran ou sur l'Algérie ou sur le Venezuela ou le Congo ou l'Érythrée ou le Zimbabwe. Et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire. Il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières. L'Algérie est un pays qui a une longue histoire de résistance au colonialisme. Et pourtant, certains signes forcent la conviction de Michel Collomb. Pour lui, celui qui contrôle le pétrole peut ainsi contrôler le monde. Pour avoir une idée précise de qui est dans le collimateur, il faut voir quels sont les pays africains qui n'ont pas accepté de collaborer avec l'OTAN, qui n'ont pas accepté de se mettre à genoux devant la nouvelle force militaire Africom que les États-Unis ont installé pour contrôler le continent africain. Donc quand vous regardez ça, quand vous regardez ce qui est arrivé à la Libye qui remplissait ces critères, l'Algérie et la Syrie sont les cibles suivantes. Chaque pays a un passif, ses propres spécificités historiques. Beaucoup peuvent penser que l'Algérie pourrait être épargnée, mais la vigilance devrait tout de même rester de mise. Je ne pense pas que l'Algérie sera la suivante. Et on va avoir beaucoup de surprises. Ça me paraît improbable tout en pensant qu'il faut être extrêmement vigilant. Nous sommes toujours des victimes, en vérité. Nous avons été déjà la victime du colonialisme français et aujourd'hui c'est un colonialisme de tout un autre mode, c'est-à-dire une variante qu'on n'arrive pas vraiment à décrypter. Les peuples sont en train de prendre conscience que l'impérialisme n'est pas un tigre en papier, il est là, il est réel, il attaque les peuples pour les intérêts d'une minorité, comme le dit Michel Collomb, 1% de l'humanité qui domine le reste. In fine, au cœur de tout son travail, la pensée de Michel Collomb se résume ainsi. De par ses ressources énergétiques et ses positions stratégiques, l'Algérie est dans le collimateur. Abdelkrim Ghzali, est-ce que vous pensez, vous aussi, que l'Algérie est la prochaine cible de ce qu'on appelle les printemps arabes? Est-ce que notre pays est dans le collimateur? Non, je ne crois pas que ça se passe comme ça. De quelle manière alors? Il n'y a pas un programme, on va attaquer ce pays, on va attaquer l'autre. Michel Collomb pense qu'il y a un programme. Non, je crois que la thèse... Non, je crois que la thèse... Si j'ai bien compris la thèse de Michel Collomb, c'est qu'il n'y a pas un ordre précis qui a été décidé quelque part. Il y a des conditions, des paramètres, des objectifs qui peuvent, en fonction des situations, définir qui il est. Mais en fait, j'ai dit ça ne se passe pas comme ça. En fait, le véritable problème n'est pas de l'Occident. L'Occident, c'est de bonne guerre. Il défend ses intérêts. Il va les prendre là où ils se trouvent. Je crois que le véritable problème se situe au niveau des pays qui peuvent être attaqués ou qui peuvent connaître des problèmes. Il l'a bien dit, la Syrie aurait pu éviter tout ça si le régime avait engagé des réformes assez tôt. Il a prêté le flanc. Si l'Algérie prête le flanc, c'est ça la véritable question. Et parlons de l'Algérie. Est-ce que l'Algérie a engagé les réformes qu'il faut? Je ne pense pas que l'Algérie ait engagé les réformes qu'il faut. Donc susceptible de subir? L'Algérie n'a pas engagé les réformes qu'il faut. Elle n'a pas pris le courage qu'il faut pour aller au fond des choses. On attend toujours la révision de la Constitution qui est la loi fondamentale du pays. Je ne comprends pas qu'on s'engage, par exemple, sur des questions de réforme de l'audiovisuel et la Constitution viendra après. Sur l'audiovisuel, par exemple, on va vers des chaînes thématiques. Ça veut dire qu'on laisse Al Jazeera dominer le paysage médiatique algérien et elle va encore, c'est le média mensonge par excellence et qui va insuffler son venin en Algérie. Non, je ne crois pas que l'Algérie ait engagé les réformes qu'il faut. Je ne crois pas qu'elle ait répondu aux attentes qui se sont exprimées depuis au moins 1980.
Et je ne crois pas qu'elle ait engagé les réformes économiques nécessaires qui peuvent éventuellement détourner l'attention des jeunes d'un véritable risque d'explosion. Bouzaina Chayet, un risque d'explosion en Algérie, pas de réforme concrète encore? Non, pas de réforme concrète parce que les Vous avez été réformes membre du gouvernement, il faut le préciser, de 2002 à 2004. Donc vous connaissez bien un peu l'étendue du problème. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas spécifique à l'Algérie. Je pense qu'il y a un dialogue de sourds entre les élites étatiques et les sociétés arabes de façon générale. Pour l'Algérie, effectivement, je suis d'accord avec M. Orzali, c'est que il y a, si vous voulez, une attitude très frileuse par rapport à de véritables réformes. Mais alors, la question est qui doit entreprendre les réformes et est-ce que les réformes vont être faites par une génération qui est là, qui est aux commandes du pays depuis les années 50, pratiquement, c'est-à-dire la fin des années 50. Donc ça se pose en termes de, je crois, de génération, d'une part. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller vers la société algérienne pour mieux la connaître. Qu'est-ce qui est en préparation par rapport, si vous voulez, aux idiosyncrasies, aux représentations de la jeunesse algérienne qui compte pour 70% de la population. Donc c'est ça ce que l'on ignore. Moi, je pense qu'un problème d'explosion ou d'implosion pour l'Algérie, je ne pense pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut absolument qu'on en finisse avec la frilosité des décideurs par rapport aux réformes. Par rapport à la Constitution, je voudrais revenir à une chose. Brièvement. Le pays avait une Constitution. Et elle a été révisée. Il y a une constitution, il n'y a pas lieu de faire plus. C'est-à-dire que il faut revenir à la constitution qui était très très claire en matière des trois pouvoirs et de la façon de les organiser, de la façon d'organiser la citoyenneté dans le pays. Et celle qui limite les mandats aussi, Bouzaina Chayet. Tout à fait, mais tout à fait. Pour vous, c'est un pas en arrière, celui d'avoir supprimé la limitation de mandat présidentiel? C'est-à-dire c'est la façon dont ça a été fait. Est-ce qu'il y a eu référendum pour que le peuple décide que, en Grande-Bretagne, il n'y a pas de limite de mandat. C'est la plus vieille démocratie du monde, entre parenthèses. Il n'y a pas de limite de mandat, mais cela dépend comment ça a été décidé. Pour revenir au cas algérien, Michel Collomb, quels sont les paramètres et les indices qui vous laissent dire que l'Algérie serait la prochaine cible du printemps arabe? Je suis d'accord avec l'interprétation nuancée qui vient d'être donnée de mes propos. Je rappelle qu'à la télévision, j'ai dit au présentateur, vous risquez de m'inviter sur l'Algérie, l'Iran, le Venezuela. J'ai donné une liste de pays, un risque. Ça n'est donc pas un pronostic. Personne ne peut faire de pronostic sur qui sera attaqué et quand. Ça dépend de beaucoup de choses, y compris du rapport de force. Mais vous avez bien dit que l'Algérie pourrait... Oui, elle est dans les cibles possibles. Je crois que ça, c'est clair. Mais la question intéressante est effectivement, qu'est-ce qu'on fait du côté de ceux qui pourraient être les cibles pour se mettre en état de résister et d'empêcher qu'on ne veut pas arriver. Et là, je pense, très brièvement, que quand on regarde les pays qui ont subi de telles agressions, et je pense au Venezuela, de Chavez, 2 coups d'État, des menaces d'invasion, toute une déstabilisation de la CIA, comment il a résisté? Par 2 aspects. Un, développer la justice sociale, c'est-à-dire on récupère l'argent du pétrole qui était volé par les multinationales, pas $1 de contribution à l'État payé en 18 ans de richesse pétrolière, on le récupère et avec ça, on fait du social et les gens vivent beaucoup mieux. Deuxièmement, beaucoup plus de démocratie, pas seulement voter une fois de temps en temps, mais la démocratie participative, les conseils à la base, la conscientisation des gens pour qu'ils discutent de tous les problèmes, qu'ils soient au courant, etc. Et donc, avec ces mesures-là, je pense qu'un État est plus fort pour résister. Et si on pense que pour éviter une guerre, il faut faire des concessions et offrir aux États-Unis ou aux Français ceci ou cela, c'est exactement la mauvaise voie. C'est ce que Kadhafi a fait en 2005, c'est ce que Bachar el-Assad a fait aussi dans la même période en faisant des concessions à la Banque mondiale, au FMI, etc. et au néolibéralisme occidental. Il a affaibli son soutien populaire et ils se sont mis en position plus difficile. Donc je pense qu'il faut de la justice. Apparemment, vous êtes d'accord cette fois-ci? Non, pas du tout. Non, toujours pas. Non, pas du tout. Alors, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 2 raisons. Permettez-moi juste de rappeler 2 choses. Tout à l'heure, je disais à M. Michel Collomb qu'il n'avait pas lu le livre de Gamal Abdel Nasser, La philosophie de la révolution, dans lequel il parlait comment on peut réinstaurer le mouvement nationalitaire arabe, justement l'utilisation du pétrole, etc. Et c'est pour ça que je parle de raccourcis dans l'histoire, parce que M. Michel Collomb fait des raccourcis. En fait, il oublie que l'Occident, nous le connaissons très bien, l'Occident et sa puissance. Quand il y a eu les indépendances,
l'Occident a essayé d'éliminer tout le mouvement démocratique du tiers-monde, c'est-à-dire en commençant par Patrice Lumumba, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, le fameux Kwame Nkrumah, l'auteur de l'impérialisme, dernier stade du capitalisme, qui décriait déjà le néocolonialisme et ses effets. Bembella et tout le mouvement dit nationalitaire avec tous les combats qu'on a menés contre Gamal Abdel Nasser. Non, j'ai dit mouvement démocratique, monsieur. J'utilise un concept. C'est quoi le mouvement démocratique de Bembella? J'utilise un concept qui était à l'époque qui désignait les mouvements qui étaient de gauche. Le tiers-monde, oui, voilà, pas le mouvement les mouvements de démocratique. gauche du tiers-monde. En fait, il a essayé de laminer tous ceux qui revendiquaient le nationalitarisme comme système politique et économique. Et que, évidemment, le jeu qu'il avait fait, c'est de contrebalancer ça par les régimes conservateurs. Mais ce qui me gêne profondément dans l'explication qui est donnée, ou ceux qui sont d'accord sur cette explication du complot, c'est qu'en fait, elle ne tient aucun compte des réalités nationales. Qu'est-ce qui s'est passé dans le printemps arabe? Pour revenir à l'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé au printemps arabe? En fait, les pays qui sont soumis à ce mouvement ou à cette turbulence des revendications... C'est pas de la météo. De la revendication, quand je dis turbulence, Mao Tse-tung l'a utilisé, monsieur Abin, il faut connaître aussi des principes politiques qui existent dans la théorie. Mao Tse-tung a utilisé ça pour parler des turbulences. Le mot turbulence. Voilà. Alors, la question, elle est fondamentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les pays qui ont subi le printemps arabe, et je finirai par l'Algérie. Surtout, M. Maki, comment éviter cela? Attendez, on ne peut pas éviter. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mondialisation a demandé à tous ces pays qui sont aujourd'hui, qui n'étaient pas structurellement préparés, elle leur a demandé une grande difficulté pour eux, elle leur a créé une grande difficulté, c'est de faire un effort insurmontable sur le plan structurel pour se mettre au diapason de la mondialisation. Monsieur Maki, est-ce que vous pensez que l'Algérie aujourd'hui peut éviter d'être sujette au printemps arabe? Est-ce qu'il y a des réformes encore à mener? On ne peut pas être Madame Soleil en politique. Mais vous avez parlé de turbulence. Non, je parle de turbulence. Oui, je parle de turbulence. Et quand je dis de turbulence, ça veut dire que les situations intrinsèques des pays ont été la première explosion et qu'il ne faut pas enlever cette possibilité aux peuples qui se sont soulevés en disant qu'il y a du complot partout. Il y a des conditions qui ont fait... Il y a des conditions... Est-ce que vous pensez que Michel Colomb est un complotiste? Le terme de complot, alors écoutez, la théorie, c'est une théorie de complot. La théorie, quand on dit que l'Algérie est prévue dans une attaque où elle peut risquer, c'est qu'en fait, c'est une théorie de complot. Et alors, quand le général américain Wesley Clark dit que... Et quand le général américain... Vous pouvez répondre à cette question? Non, je finis mon idée. Je termine mon idée. Non, je termine mon idée. Moi aussi, je sais taper sur la table. Il y a une chose. Dans tous les pays où il y a eu le printemps arabe, il y a la formation qui représente 89,8% des jeunes âgés de 17 à 30 ans qui ont reçu une formation scolaire. Et ça, c'est une idée importante. Ça veut dire, et je fais référence à ce que disait Martin Lipsey, le fameux sociopolitologue américain. Il disait, la démocratie soutient le développement, mais le développement suscite la démocratie. À partir du moment où il y a eu des remous à cause de la mondialisation, cet effort, etc., il y a également la formation, ce qui fait que ça a bouillonné et ça a fait que les peuples arabes qui doivent subir ça sont comme les fameux athlètes du 3000 mètres steeple, ils sont obligés de sauter toujours et faire des bonds. Donc l'Algérie, de ce point de vue-là, n'est pas dans les mêmes conditions que les autres pays arabes. Que les autres pays arabes qui ont connu le printemps. Pourquoi? Parce que non, pas comme l'Arabie saoudite. Pourquoi? Non, la réalité politique. La réalité politique de l'Algérie. C'est qu'elle a subi déjà sa première mue en 88
et qui a été une revendication de jeunes. Le gouvernement le dit aussi. Oui. Non, mais je n'épouse pas l'idée du gouvernement, j'analyse. 88 a été un mouvement pour la liberté et contre la dictature du parti unique et la dictature militaire. Point à la ligne. Et donc pour les libertés. 2, nous avons connu ce que connaît l'Égypte actuellement, dans les années 90. 3, même si on n'est pas d'accord sur le processus, mais le processus démocratique s'est enclenché, preuve en est qu'il y a de la presse, etc. Au résultat, le risque qu'il y a en Algérie, c'est qu'en fait, c'est un pays qui est déjà dans une voie démocratique qui demande, M. Razali, qui demande de la perfection. Est-ce que vous pensez... Et je suis d'accord que nous devons avoir une constitution définitive à laquelle on ne doit plus toucher et qu'on ne doit plus avoir des jeux. Et là, nous avons éliminé une grande partie des risques. Et je peux vous dire que dans les états-majors, ce que je sais, en tous les cas, selon mes connaissances, que dans les états-majors occidentaux, l'Algérie n'est pas la priorité. Avant de passer à Bouthaina Chayet, Michel Collomb, est-ce que vous pensez que l'Algérie a entamé ce processus de réforme démocratique, comme le dit Abdelhak Mekki, pour éviter le printemps arabe? Je n'ai pas de leçons à donner aux Algériens, c'est à eux à juger ce qu'il faut faire pour leur pays. Mais un éclairage, votre position. Je ne prétends pas non plus connaître assez l'Algérie pour avoir un jugement. On ne peut pas demander à un journaliste ou à un politologue de connaître énormément de pays dans le monde. J'en ai étudié quelques-uns à fond, là, je peux essayer de dire quelque chose. Pour le reste, je pense que c'est aux Algériens. Je pense que, premièrement, il faudrait, s'il vous plaît, arrêter de me traiter de complotiste comme le font les gens des États-Unis et d'Israël. Il y en a un peu marre qu'on cherche en fait à berner les gens, à leur faire peur. Je ne vous ai pas interrompu maintenant. Est-ce que c'est votre conception de la politesse de me couper tout le temps? Vous n'utilisez pas les mots qu'il faut. Vous êtes berné, monsieur. Nous disons la vérité, la plus grande des vérités. Allez-y, monsieur Collomb. Une chose qui est claire, c'est que je vous trouve très grossier chaque fois que je parle et que je vous critique. Vous l'êtes aussi. Vous m'empêchez de parler. Allez-y, monsieur Collomb. Je vous ai laissé parler jusqu'au bout. Allez-y, continuez. Et chaque fois que je vous parle pour vous critiquer, c'est le débat. D'empêcher les gens les mots qu'il faut. C'est le débat, c'est les règles du débat. On ne berne pas, on dit la vérité. Allez-y, monsieur Collomb, allez-y, continuez. Quand vous parlez de complotistes, alors que je n'arrête pas de vous dire que pour moi c'est un système social, un système politique, ce sont des rapports de force, ce sont des jeux de puissance, c'est le néocolonialisme. Pourquoi est-ce que vous revenez tout le temps avec des étiquettes à faire peur? Je regrette, j'en ai un peu marre. Il y a les sionistes qui me traitent d'antisémite, il y a les nouveaux philosophes qui me traitent d'extrême droite, et vous jouez dans ce jeu-là pour empêcher les gens tout simplement de réfléchir aux faits qu'on amène. Maintenant, allez-y. Votre question sur l'Algérie, parce qu'il y a tellement de brouillard dans le débat. Est-ce que vous pensez que le processus de réforme engagé en Algérie, comme le dit M. Mekki, peut contribuer à éviter que l'Algérie soit touchée par ce qu'on appelle le printemps arabe? Ça me semble indispensable. Je veux dire que si vous voulez résister à l'empire, la puissance des États-Unis, avec tous leurs moyens médiatiques, services secrets, écoute, militaires, chantage, corruption, si vous voulez résister à ça, ce n'est pas une élite qui peut résister, c'est l'ensemble d'un peuple. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde travaille au service de ce peuple pour des réformes sociales, pour la justice, pour que les gens vivent mieux, pour qu'ils aient un avenir. Et à ce moment-là, que ce soit les islamistes ou les autres agents de l'Occident ou n'importe quoi, n'ont aucune chance parce que les gens trouveront qu'effectivement on travaille pour eux. C'est ça la question fondamentale, au service de qui on est. Merci Michel Collomb, c'était le mot de la fin de Controverse. Merci énormément à nos invités, Abdelhak Mekki, politologue et économiste. Merci également à Abdelkrim Rzali, journaliste. Vous avez été le directeur de la rédaction de La Tribune. Merci à vous, Bouthaina Chayet. Vous êtes professeur à l'université, ancien ministre de la Femme et de la Condition féminine. Merci à vous, Michel Collomb. Vous êtes journaliste et essayiste belge. On rappelle votre site internet michelcollomb.info. Vous avez écrit notamment Les 7 péchés de Hugo Chavez, Israël, parlons-en et la stratégie du chaos. Merci également à Saoussed Sebiane qui a préparé cette émission avec moi et qui rejoint donc l'équipe de Controverse. À mercredi. Merci.